C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, cette information, le président de la République Faure Esozimna Nyazingbe a effectué une visite d'État ce dimanche à Ouagadougou chez son homologue du Faso Blaise Compaoré. Des questions d'intégration économique sous-régionale et d'intérêt bilatéral ont été abordées par les deux chefs d'État. Nous y reviendrons plus en détail dans le courant de ce journal. Les luttes traditionnelles Evala en pays Kabyé ont pris fin hier avec les finales des cantons de Tchare, Somdina et Lassa. Durant une semaine donc, les jeunes Kabyé ont participé à des rites initiatiques qui leur permettent de passer à l'âge adulte. Que retenir des Evala édition 2014 qui appartiennent désormais à l'histoire? Le résumé avec Arnaud Kili. Evala 2014, l'une des plus grandes fêtes initiatiques en pays Kabyé, s'est déroulée cette année du 12 au 19 juillet. Des milliers de jeunes d'origine Kabyé sont venus de par le monde pour lutter. Une épreuve rituelle de passage à l'âge adulte et qui doit leur permettre de se découvrir, mesurer leur âge et leur capacité physique. Durant une semaine, tous les cantons de la Kosa ont vibré au son des gonds, des cascagnettes et des tam-tams, une manière pour encourager les lutteurs dans cette épreuve physique. Des empoignades ont une fois encore démontré l'adresse, la technicité et la vivacité des jeunes lutteurs qui ont émerveillé les spectateurs, au devant desquels le président de la République Faure Esozimna Nyazingbe. Ancien lutteur, le chef de l'État qui accorde une importance à la tradition, aux valeurs culturelles de notre pays, a assisté à toutes les étapes de ces rites initiatiques. Avant même de prendre congé avec les lutteurs, le président de la République félicitait et encourageait ces derniers à préserver leurs valeurs ancestrales qui sont source de leur identité. D'abord, on ne devient évalo qu'à l'âge de 18 ans, après avoir respecté les prescriptions issues des différentes cérémonies rituelles. Une semaine avant le début des luttes, les lutteurs s'isolent dans des camps d'entraînement. Ils consomment pendant cette période de la viande du chien qui procure la force et l'endurance. Cette viande possède également certaines vertus selon la culture kabyé. Et celui qui n'est pas évalou ne doit pas consommer la viande du chien. Un jeune kabyé en âge de maturité est tenu de lutter pendant 3 années consécutives. Même s'il n'y a pas de récompense à la fin des compétitions, cela permet aux jeunes kabyés de s'affirmer dans la société. C'est également un honneur pour la famille lorsque un évalou fait mordre la poussière à son adversaire. Evala 2014 appartient désormais à l'histoire, mais les compétitions auront sans doute laissé de beaux souvenirs aussi bien pour les Togolais que les touristes. Retour maintenant sur le séjour du président de la République en terre burkinabé. Le président de la République Faure Esozimna Nyazingbe a effectué une visite d'État ce dimanche à Ouagadougou chez son homologue Blaise Compaoré. Les deux chefs d'État ont discuté de questions d'intégration économique sous-régionale et d'intérêt bilatéral. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. Les défis de l'intégration sous-régionale au centre de cette visite de travail du président Faure Esozimna Nyazingbe à Ouagadougou. Arrivé dans la capitale burkinabé, le chef de l'État a été accueilli par Arsène Bogné-Sanyé, premier ministre du Faso. Après le cérémonial, quelques minutes de tête-à-tête à l'aéroport, puis direction le palais de Kosiam chez son homologue Blaise Compaoré. Les deux chefs d'État ont eu 4 heures d'entretien à huis clos. Des questions d'intérêt commun, notamment bilatérales et sous-régionales, ont été abordées. Elles touchent essentiellement l'économie, la sécurité dans la sous-région et l'agriculture. S'agissant du volet sécuritaire, les deux hommes d'État comptent œuvrer davantage pour la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. L'intégration économique sous-régionale est aussi l'un des grands défis que partagent Faure Nyazingbe et Blaise Compaoré. Après cet entretien, le chef de l'État a regagné Lomé en fin de journée.
Nous vous annoncions dans nos précédentes éditions les dégâts causés par des tornades dans les préfectures de Saint-Cassé, Tone et Tandjouari. Eh bien, les 1042 victimes ont reçu le soutien et la compassion du chef de l'État à travers des vivres et non-vivres d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Désiré à l'œil. Les tornades qui se sont abattues sur la région des Savanes le mois dernier ont causé d'importants dégâts matériels dans les localités de Namaré dans Tone, Sigbagou dans Tandjouar et Biancouri dans Saint-Cassé. Ces aléas climatiques ont affecté plus de 1042 personnes, dont 665 enfants répartis dans 144 ménages recensés. Le président de la République, Fort Ezozimnania Zingbe, vole au secours de ces populations touchées par cet important lot de vivres et de non-vivres. Un don remis aux sinistrés par des membres du gouvernement, Dédé Aofa Ekwe en charge de l'action sociale, Yark Damahan de la sécurité et de la protection civile et Bissoun Nabagou de l'équipement rural. Les bénéficiaires visiblement heureux ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Nous disons merci au président de la République qui a eu l'amour de penser aussi à nous les pauvres. Nous le soyons reconnaissants. Nous le disons merci. Son gouvernement aussi, nous le remercions. Le chef d'État, avec cette écoute de la population, se mobilisera pour le soutenir, pour le geste qu'il fait. Vraiment, on tient aussi à remercier tous ceux qui ont accueilli dès le départ ces sinistrés qui sont leurs voisins pour leur permettre de suivre en attendant que le chef d'État puisse faire quelque chose. Je remercie sincèrement ce chef d'État pour ce geste et nous prions le Seigneur de lui donner encore longue vie pour qu'il puisse continuer à soutenir la population. Le président de la République, par cette assistance, témoigne ainsi sa compassion et son affection aux sinistrés. À travers cette mission que le chef d'État a diligentée, nous avons apporté un appui à ces ménages pour leur permettre de se relever des pertes qu'ils ont subies. Et donc nous avons apporté des appuis qui doivent permettre à ces populations de mieux satisfaire au moins 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la réhabilitation des bâtiments, des habitats qui ont été détruits ou endommagés. Le deuxième objectif, c'est de soutenir l'alimentation. Le troisième objectif que nous soutenons à travers cette mission, c'est la scolarisation des enfants. Comme vous savez, les enfants sont vulnérables et il faut absolument avoir ces dons alimentaires, mais aussi leur permettre à la rentrée de pouvoir reprendre l'école en toute sérénité. Les gendarmes Moba à Lomé, touchés par les conditions de vie de leurs frères après les aléas, ont appuyé l'action du chef de l'État, Fort Ezozimnania Zingbe, par une contribution de 600 000 francs. Un geste vivement salué par le gouvernement. Autre actualité, Terre des Hommes a procédé jeudi dernier à Dakar, au Sénégal, au lancement de 2 nouveaux outils de référence sur la protection des enfants en général et ceux en situation de mobilité en particulier. Le premier est intitulé « La valeur ajoutée de l'accompagnement protecteur des enfants ». Le second, la méta-analyse sur les pratiques endogènes de protection des enfants en mobilité. Une rencontre de lancement qui a permis aux participants, organisation clé de défense des droits des enfants, de connaître les implications de ces concepts et la meilleure façon de les mettre en pratique. Et toujours à Dakar, les 14 et 15, le groupe de travail inter-agence régionale pour l'Afrique de l'Ouest sur la protection de l'enfance a échangé avec les représentants de la CEDEAO. Une rencontre qui avait pour objectif de promouvoir les échanges en matière de protection de l'enfance. Le résumé de ces rencontres avec Christine Petit-Kelodé. Malgré les dispositifs sécuritaires des États en Afrique pour réduire les déplacements d'enfants, des milliers échappent aux mailles des filets d'interception selon des études menées par Terre des Hommes. Des flux d'enfants traversent aujourd'hui plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Dans le souci d'apporter de meilleures réponses, Terre des Hommes met à la disposition des autres acteurs de nouvelles approches. L'accompagnement protecteur des enfants et les pratiques endogènes de protection des enfants en mobilité en Afrique de l'Ouest. Les 2 documents de référence ont été présentés aux autres partenaires clés. Les travaux des 14 et 15 juillet entre le groupe de travail interagence régionale pour l'Afrique de l'Ouest sur la protection de l'enfance et les responsables de la CEDEAO ont été également présentés aux journalistes partenaires du réseau Terre des Hommes. C'est une approche qui se fonde sur
plusieurs années d'expérience de travail de Terre des Hommes et qui effectivement permet de regarder autrement les questions de déplacement des enfants, permet de les appréhender d'une manière qui tienne compte de leur motivation, mais aussi d'une manière qui tienne compte de comment est-ce qu'on les accompagne dans ces déplacements. Et cette approche, elle est une rupture avec une façon de penser d'avant qui était que effectivement tous les déplacements étaient systématiquement mauvais pour les enfants et donc empêchés, qui est de se positionner plutôt comme acteur d'accompagnement de ces enfants. On a voulu créer ce lien avec l'Institut régional pour mieux pouvoir concerter nos actions avec ce qu'ils font. Au niveau de la CEDEAO, il y a déjà un plan d'action, il y a une politique de l'enfance, il y a un plan d'action, un plan stratégique de l'enfance et on doit donc voir comment on peut travailler et s'inscrire dans ce qui est déjà mis comme priorité au niveau de la CEDEAO. Pour mieux réussir la protection des enfants dans la situation de mobilité, il faut compter aussi sur les acteurs communautaires considérés comme des acteurs potentiels de la protection de l'enfant et les enfants eux-mêmes des participants actifs à leur propre succès. Il n'y a pas très longtemps, on s'est aperçu que les logeurs ont demandé aux employeurs qui prenaient les enfants de laisser une photocopie de leur carte d'identité et comme ça, si jamais il y a des problèmes, ils peuvent donner la carte d'identité aux autorités et dire ces gens-là sont en train de faire du mal à ces enfants. Voilà. Donc vous voyez qu'ils ont le souci de protéger les enfants. Donc il faut pouvoir compter sur eux. Ces activités de Terre des Hommes à Dakar se situent dans la logique du projet régional protection des mineurs migrants non accompagnés en Afrique de l'Ouest, mis en place par Terre des Hommes dans 5 pays de la sous-région sur la période 2013-2016 et financé par l'Union européenne. Au Togo, le personnel des structures de santé périphériques des régions des plateaux, centrales, Kara et des savanes étaient en formation cette semaine à Kalimé. Occasion pour eux de s'outiller en vue de venir à bout des difficultés qui entraînent le décès des nouveau-nés, car au Togo, sur 1000 naissances, on dénombre 80 décès. Yves Agbevivi. Nous sommes au 16 juillet 2014. Comme c'est nouveau-né dans la région des plateaux, des centaines d'enfants voient le jour dans les centres de santé au Togo, mais un nombre non négligeable parmi ces innocents n'ont souvent pas la chance de passer au moins 1 an de vie. Et les causes, elles sont connues. Les décès chez ces nouveau-nés sont liés à des maladies telles que l'asphyxie à la naissance, c'est-à-dire le manque de respiration, la naissance avant le terme de la grossesse, ce qui fragilise le bébé et le prédispose à beaucoup de complications, les anémies graves et puis les infections graves, notamment le paludisme. C'est en vue d'enrayer cette situation que l'association des pédiatres du Togo a initié cet atelier qui va durer 4 jours à l'intention du personnel des structures de santé périphériques. Venus des savanes, Kara, centrales et des plateaux, les bénéficiaires seront outillés aux sorties de cet atelier en soins essentiels aux nouveau-nés. Et c'est vu l'importance de ces soins que l'UNICEF a soutenu le projet. On enseigne si le bébé ne respire pas à la naissance, comment le faire respirer, et ça enseigne aussi comment faire des soins de routine et aussi comment faire les transferts si on ne peut pas arriver jusqu'à faire le bébé respirer. Et c'est une situation très préoccupante. Et pour cela, l'UNICEF a pris sur lui d'aider le pays à réduire cette mortalité. Et pour cela, nous avons, dans le partenariat avec l'Église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour, qui nous appuie en formateur et en équipement, et nous mobilisons d'autres ressources pour appuyer cette formation il y a déjà 3 ans au Togo, pour donner les compétences aux prestataires qui s'occupent des enfants, des naissances, des accouchements, dans nos formations sanitaires. Le même atelier, à l'intention des acteurs de la région maritime et de Lomé commune, se déroule à Lomé. L'univers des technologies de l'information et de la communication est de plus en plus inondé de supports numériques variés. Du coup, l'origine de certains matériels reste un mystère. Les professionnels du secteur se sont retrouvés cette semaine pour justement apporter des informations au public sur le choix des outils performants de l'heure. Pierre Soussoupo, Rachel Aoukou. HP Technology Day, une rencontre d'échange sur les nouvelles technologies d'ordinateur et d'impression.
Le responsable Afrique de HP et la STNT, Société togolaise de nouvelles technologies, apporte des informations sur les récentes innovations technologiques en matière de solutions et d'équipements technologiques. À travers des échanges, les professionnels du secteur informatique ont cerné la nécessité et l'importance de choisir les produits HP. Les raisons pour lesquelles nous recommandons à nos clients effectivement d'opter pour HP, il y a plusieurs raisons. Elles sont multiples. Tout d'abord parce que nous sommes une marque forte, leader dans la plupart des secteurs des technologies de l'information dans lesquels nous investissons. Nous sommes leaders mondiaux sur le secteur de l'impression. Nous sommes parmi les leaders mondiaux de la partie PC portable, station de travail, clients légers. Dans la partie valeur, nous apportons de la valeur ajoutée à tous nos clients. HP, c'est 75 ans d'existence, c'est de l'innovation continue. C'est un budget colossal qui est investi en recherche et développement pour apporter la meilleure expérience et le meilleur rendu à nos clients finaux. Nous pensons que l'informatique n'est pas un poste de dépense inutile, mais plutôt quelque chose qui accompagne la croissance des entreprises, qui les aide à améliorer leur productivité, qui les aide à améliorer leur chiffre d'affaires pour un partenariat gagnant-gagnant. L'objectif, se rapprocher de l'utilisateur de cette technologie et leur faire découvrir les avantages en termes de productivité dans les entreprises. On parle de l'efficacité de retour sur investissement. Nous avons organisé cette journée pour permettre à nos clients, qui sont aussi nos partenaires, d'avoir toutes les informations sur l'acquisition du matériel, sur l'investissement qu'ils font sur leur matériel. Parce qu'aujourd'hui, on achète un matériel pour qu'on puisse travailler avec pendant un moment, pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, nous, en tant que partenaires, nous avons le service SAV sur le Togo. Depuis longtemps, quand vous avez une machine qui est sous garantie et qui tombe en panne, vous n'avez aucun interlocuteur en face de vous pour pouvoir prendre en charge cette machine-là. Aujourd'hui, STNT est là en tant que partenaire SAV HP sur le Togo. Et quand vous avez un problème après votre investissement, nous sommes là pour le résoudre pour vous. Distributeur agréé et vendeur des produits HP, la société STNT fait ses preuves dans l'ingénierie, intégration système, maintenance, formation en informatique et télécommunications. Qu'est-ce qui fait la particularité des... C'est ce dimanche que s'est ouverte à Melbourne, en Australie, la 20e conférence internationale sur le sida. Une semaine durant, 12 000 participants venant de 200 pays feront le point sur les avancées dans la lutte contre le sida, mais aussi pour accélérer la mobilisation afin d'aboutir à la fin de cette pandémie. C'est l'une des informations du Tour du monde, en bref. Nouveau drame en Méditerranée, les corps inanimés de 19 migrants ont été retrouvés samedi sur une embarcation à la dérive entre la Libye et Malte. Selon les secours italiens, ils auraient été victimes des gaz d'échappement de leur embarcation, un bateau en bois qui transportait plus de 400 personnes. 2 hommes dans un état critique ont été transportés à l'hôpital de Palerme en Sicile. La 20e conférence internationale sur le sida s'est ouverte dimanche en Australie par un hommage rendu aux 6 experts morts dans le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Une minute de silence pour honorer la mémoire des professeurs Job Lange, Glenn Thomas et Lucy Van Mens, éminents spécialistes qui manqueront à la lutte contre la pandémie. Que cette minute de silence soit l'expression de notre tristesse, de notre colère et de notre solidarité. Près de 12 000 personnes et praticiens sont attendus à Melbourne pour faire le point sur les avancées de la recherche. 2 millions de personnes ont contracté la maladie en 2013. J'adresse mes sincères condoléances après cette terrible perte. Je rends un vibrant hommage à ceux dont le voyage vers Melbourne a été interrompu brutalement. Ils étaient résolus, comme vous, à en finir avec le sida en 2030, dans le respect des droits de l'homme. Une note d'espoir, le nombre de décès est en baisse de 12% en 2013, des progrès dus à la prévention et à la généralisation des antirétroviraux. Le dialogue intermalien entamé mercredi à Alger se poursuit dans un esprit positif, a déclaré samedi le ministre algérien des Affaires étrangères.
L'objectif de ces négociations entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés maliens est de trouver un consensus pour une forme d'autonomie du Nord Mali. Les discussions portent sur la réconciliation, la justice, la sécurité et le développement économique. Parlant justement de la pandémie du VIH, 35 millions de personnes sont porteuses du VIH dans le monde. Parmi celles-ci, on dénombre également les personnes handicapées. Mais très souvent, ces dernières sont ignorées dans la lutte contre la maladie. En Zambie, les handicapés porteurs du virus du sida sont des laissés pour compte. Regardez. Nandi ne mène pas la même vie que les autres enfants de son âge. Elle est à la fois aveugle et atteinte du sida. En Zambie, les programmes de prévention ne ciblent pas les handicapés comme elle, car un préjugé persiste. Il ne serait pas le virus. Je n'ai jamais demandé à un professionnel comment vivre avec le sida. Dès que tu dis à quelqu'un « je suis séropositif », il pense que tu l'as attrapé lors d'un rapport sexuel. Ça ne leur vient pas à l'esprit qu'une mère peut le transmettre à son enfant, ce qui est mon cas. Les handicapés sont souvent plus vulnérables et sont donc une population à risque. Ils sont plus vulnérables parce qu'ils sont souvent les plus pauvres parmi les pauvres. Ils sont plus illettrés, ils ont moins accès à l'éducation. En plus, ils se heurtent à des barrières en matière d'information et n'ont pas accès au programme de prévention du sida. Déjà discriminés dans la société, les handicapés atteints du sida souffrent d'une double peine. Se faire soigner est souvent un véritable parcours du combattant. Mon premier mari m'a transmis le sida. Je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital pour faire un test. Là, je suis tombée sur un médecin qui avait du mal à communiquer avec moi. Il m'écrivait. Il faut reconnaître quel comprimé je prends, quelle boîte c'est. Il n'y a qu'une étiquette classique. Il n'y a aucune indication en braille qui vous dit que c'est du lamivudine ou du fluconazole ou telle pilule. Les défenseurs des droits de l'homme comme Human Rights Watch appellent le gouvernement zambien à mettre sur pied un programme de prévention et de lutte contre le sida pour les personnes handicapées, une population estimée à 2 millions de personnes. La famille des agences de voyage s'est encore agrandie au Togo avec la naissance de Eli Ada Voyage, une agence inaugurée hier à Lomé par les responsables de la Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme. Carmen Madji, à Kako. Voyager devient désormais facile. Un nouveau partenaire à la disposition de tous pour rendre les voyages plus agréables. Eli Ada Voyage, un nouveau-né dans la famille des agences de voyage au Togo. Que ce soit la réservation des places sur les vols, l'achat de billets, l'assistance à l'aéroport ou la réservation d'hôtels, en tout cas, Eli Ada Voyage vous accompagne dans les multiples déplacements, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et se veut un intermédiaire privilégié entre hommes d'affaires et acteurs du tourisme. La naissance de l'agence voyage Eli Ada n'est pas pour gonfler le domaine du tourisme, mais plutôt venir corriger les insuffisances. Je promets en même temps que tous ceux qui auront confiance à Eli Ada et voyage ne seront pas déçus. Le développement du tourisme est l'un des défis majeurs que le Togo veut aujourd'hui relever. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle et fait de la mise en place des infrastructures aériennes, maritimes et terrestres une priorité. L'agence de voyage Eli Ada est alors soutenue par la Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme CNA-CET. L'agence a respecté les normes depuis le projet jusqu'à la réalisation. La preuve aujourd'hui de l'inauguration, ils ont toujours approché ce que demandent les textes réglementaires. Le tourisme ira de l'avant et la destination Togo ira toujours de l'avant, surtout avec le concours de l'UEMOA. La nouvelle politique commune du tourisme dans l'espace UEMOA fera vraiment de l'espace UEMOA un village touristique. Eli Ada Voyage est situé sur l'avenue Augustine de Souza en face du marché de Baie. Eli Ada Voyage est ouvert tous les jours et offre ses services à des prix défiant toute concurrence.
La course pour la couronne de la reine de la beauté togolaise se poursuit. Ce week-end, c'est la région de la Kara qui a choisi ses ambassadrices pour la grande finale du 30 août prochain à Lomé. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Elle porte la couronne de Miss Région Kara. Elle, c'est mademoiselle Solim Alifa Achabao, 23 ans, 1m68 pour 55 kilos. Elle est en deuxième année d'études en tourisme et a ravi cette couronne devant 13 autres candidates. Toutes ces concurrentes ont traversé plusieurs étapes. L'entrée sur scène, suivie de la présentation, l'interview, la sortie en maillot de bain et la prestation sur rythme du terroir. C'est à l'issue de ces étapes que le jury a élu la plus belle fille de la région de la Kara, édition 2014. Je ne sais pas quoi dire parce que c'était vraiment plus fort que moi. J'étais carrément par terre, donc je ne sais pas, c'était trop fort. Je mettrais vraiment beaucoup de paquets. J'ai vraiment beaucoup de personnes qui m'aident aussi, donc je les remercie beaucoup et je pense qu'on fera vraiment de notre mieux pour pouvoir porter haut la région de la Kara. Les demoiselles Nimpal Sambiani et Marie-Vianney Machambo ont été élues respectivement première et deuxième dauphine. Le comité Miss Togo est sûr d'une chose, la soirée a été une réussite. Les soirées régionales sont pour moi un test pour la finale. Et une fois que les résultats sont acceptés, c'est le plus important pour nous en fait. D'accord ? La joie du public fait notre joie principalement. Donc dire assez précisément que je suis aussi heureux que le public. Les autres régionales, je ne connais pas encore très bien les candidates, mais je pourrais vous dire qu'elles seront peut-être de la même hauteur que Kara. Les trois ambassadrices iront défendre la région de la Kara à la finale nationale à Lomé le 30 août prochain. La soirée a été agrémentée par la prestation de plusieurs artistes. Toujours à Kara, une croisade de prière et d'évangélisation de 3 jours se tient depuis vendredi sur l'esplanade du palais des congrès de la ville. Elle est organisée par le conseil chrétien de Kara et l'unité des leaders évangéliques de la même ville. L'objectif est de porter loin le message du Christ et de prier par la même occasion pour le Togo. Le compte rendu avec Estorham, Théo. Cette croisade de prière et d'évangélisation est une aubaine pour certains fidèles de renforcer leur foi en Dieu pour plus de démonstrations dans leur vie. Elle est plutôt pour d'autres l'occasion de faire leur premier pas vers la lumière en acceptant le Christ comme leur sauveur. Sur ce plan, la moisson a été bonne pour le conseil chrétien de Kara et l'unité des leaders évangéliques de la même ville, co-organisateurs de cette croisade. Nous avons organisé cette campagne d'évangélisation pour le salut des âmes et profiter aussi pour prier pour notre nation, notre pays, le Togo, prier pour le président de la République et les autorités qui nous conduisent dans le pays. Donc hier, par la grâce de Dieu, nous avons obtenu 76 personnes qui ont donné leur vie à Jésus et aujourd'hui 60 personnes. Cette croisade a mobilisé un nombre important de fidèles venus de Kara et des localités voisines. Le message biblique au deuxième jour portait sur le pouvoir de la foi, sur les démons et les esprits maléfiques. L'évangéliste Paul Dodjenoumanvi du centre de prière de Kbové, orateur principal, s'est inspiré de l'évangile selon Saint Marc, chapitre 5, versets 6 à 7, où Jésus a délivré un jeune des démons qui troublait sa vie. À Kara, beaucoup de fidèles présents ont témoigné de l'impact de la prière du jour sur les maux dont ils souffraient avant d'arriver. Vraiment, les gens sont très contents et le Seigneur a fait beaucoup de choses au milieu de nous. Le Seigneur nous a visités. Et vraiment, je remercie Dieu pour la vie des fidèles. Parce qu'ils ont reçu la parole tellement.
Ils ont également prié pour le chef de l'État Fogna Singbe et pour les différents responsables et membres des institutions de la République. Dans leurs intentions de prière, ils ont demandé également à Dieu d'ouvrir davantage les écluses célestes et qu'il comble de ses grâces le peuple togolais. Et puis, football pour terminer, dernier tour aller des qualificatifs des éliminatoires de la CAN cadette Niger 2015. Ce soir, au stade municipal de Lomé, les éperviers cadets ont été contraints à un nul de 0 but partout par les jeunes sénégalais. Le match retour se jouera dans 2 semaines à Dakar. Et le mondial de football est fini il y a près d'une semaine et les émissions ont repris leur cours sur la télévision togolaise. Vous suivrez tout à l'heure après ce journal votre émission ID. Aruna Lardia et son invité Godson El Moncio débattront du développement personnel et de la vie professionnelle. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.